Un commentaire peut-être, Jean-François Bay, alors sans émettre une opinion, une recommandation particulière sur le titre Peugeot, mais il faut se souvenir, il y a quelques années, effectivement, au bord du gouffre, c'était un dossier en bourse qui était quand même très sensible, réservé, on va dire, à quelques investisseurs, alors à la recherche de sensations fortes, ou en tout cas de performances importantes, certes, mais prêts à prendre des risques importants également. Est-ce que la situation est différente aujourd'hui? Est-ce que Peugeot est devenu à la fois une entreprise normalisée et une valeur normale en bourse? Oui, il faut se souvenir que ça faisait partie des valeurs avec les cycliques, avec les bancaires, qui avaient été un petit peu massacrées, qui étaient vraiment en décote d'une manière générale sur le marché français et en particulier sur ces titres industriels, qui pâtissaient un petit peu du manque de productivité, des charges, et donc qui étaient justement absents des portefeuilles. Certains gérants actifs avaient distingué ce changement de cycle, une recovery en Europe, poussée par Mario Draghi, qui allait bénéficier à certaines entreprises qui voudraient bien réformer. Reformers will be the performers. Hein. Les Anglais aiment bien dire, voilà, ceux qui réforment seront les performants de demain. Et l'arrivée de Carlos Tavares a été évidemment un point d'inflexion majeure, on l'imagine, dans la perception que les marchés, que les investisseurs ont eu du dossier Peugeot. Exactement. Donc il y a des éléments macroéconomiques qui viennent impacter l'ensemble du secteur, plus des éléments microéconomiques, vous avez dit un nouveau dirigeant, qui viennent identifier chez les stock pickers ou les bond pickers ce type d'opportunité. Peugeot, c'est plus 30% sur un an. Ouais. C'est un rallye incroyable. Donc il fallait clairement suivre Carlos Tavares. C'est vrai aussi sur plusieurs secteurs de l'industrie automobile et des cycliques et des bancaires qui ont été joués par des stock pickers. Je rappelle que sur un an, le CAC 40 fait à peu près plus 10%, ce qui est très bien, mais on voit que la valeur fait 3 fois l'indice. Et sur la même période, des grandes valeurs défensives comme les Steelers sont en négatif. C'est-à-dire qu'il y a un vrai écart, aussi grand écart sur les gérants actions où on en avait parlé, c'est plutôt un environnement favorable aux gérants très actifs qui peuvent identifier ce type de dossier. Donc vous avez fait l'indice depuis le début de l'année, vous avez fait autour de 2%, vous avez fait autour de 10% sur un an, sur un ETF, c'est très bien, mais sur certains gérants actifs, vous avez fait 3 fois la valeur, donc c'est les gérants qui ont été récompensés BFM Awards il n'y a pas longtemps. Sympathique pour Dorval Manager, on rappelle, pour les actions françaises. Voilà, Dorval Finance. Je sais pas s'ils ont du Peugeot, Dorval Manager, à vérifier, mais en tout cas, ce sont ces stock pickers dont vous parlez, ces sélectionneurs de valeur. Exactement, il faut continuer à faire appel à ces gérants. Si on revient dans le contexte un petit peu plus global, c'est clairement un environnement favorable aux fondamentaux. Quand on dit fondamentaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plutôt une réflation, il y a plutôt une croissance économique qui se porte bien, et donc c'est plutôt ces éléments, ce momentum qui intéresse aujourd'hui les gérants et les investisseurs, plutôt que des composantes techniques, des composantes un peu politiques ou des composantes liées aux banques centrales, par exemple, donc une injection artificielle de liquidité qui viendrait perturber les marchés. Petit à petit, on se rend bien compte que c'est un peu moins les banques centrales et un peu plus les fondamentaux. C'est un peu la marée qui se retire. Et la marée qui se retire, c'est plutôt bon signe puisqu'on voit que la croissance sous-jacente est positive. Et encore une fois, on le répète avec vous, avec d'autres, régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, quand on parle des fondamentaux qui sont bons, oui, ça se vérifie presque jour après jour sur les marchés. On n'a pas de signaux de faiblesse particuliers. Alors quand on regarde un peu globalement les différentes zones géographiques, aux États-Unis, en Europe, en Chine également, qu'on continue de surveiller, on a toujours ces indicateurs qui continuent de montrer une amélioration globalisée, générale. Exactement. L'amélioration des fondamentaux macroéconomiques ont impacté les marchés. Les marchés ont suivi. On est à 4 mois de hausse consécutive sur les actions internationales, indice MSCI World pour faire court. 4 semaines de hausse là dernièrement, donc ça fait 3 ans qu'on n'avait pas vu ce type de statistiques. Et c'est plutôt des actions américaines, des actions émergentes, des actions japonaises, l'Inde, la Chine, etc. C'est pratiquement plus 10, voire parfois à 2 chiffres. Hein. On est même sur certains marchés émergents à plus 20%. Donc, on en profite et on voit que les derniers indicateurs ont été positifs. Donc, j'ai ressorti le climat des affaires la semaine dernière à 57,7, donc bien plus élevé que ce qui était attendu sur février. Le Japon aussi qui augmente ses investissements et sa production industrielle à plus 3,8%. La Chine qui sort des indices PMI manufacturiers à plus 51,6, donc là encore au-dessus des attentes. On a eu en zone euro l'accélération de la croissance qui s'est confirmée, avec aussi une inflation
en zone euro, tenez-vous bien, Grégoire, qu'il y a plus de %. Ça y est, on y est. Ouais. Alors, il y a l'effet pétrole qui y joue, mais on voit que ça va dans le bon sens. Et donc, les marchés en ont profité. Les marchés de taux aussi, j'allais dire, en ont profité, puisqu'on a cette vague de hausse des taux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on perd de l'argent en étant investi sur des obligations d'État, par exemple, et la conséquence, c'est que les taux remontent. Hein. Donc ceux qui jouent la remontée des taux, effectivement, sont gagnants. Voilà, exactement. Donc ce qui profite aux actions, parce que la croissance et les entreprises connaissent des croissances des bénéfices, jouent par ricochet en négatif sur des taux, puisque les taux ont tendance à monter. On anticipe, je le disais, une hausse de l'inflation, on anticipe une hausse des taux de la Fed, hein, le 15 mars c'est bientôt et la Fed va nous annoncer une hausse des taux et les experts parlent de 3 hausses des taux successives pour combler un petit peu le cycle. Alors les techniciens vous diraient que la Taylor-Rig Rules, c'est-à-dire les règles de calcul en fait des indicateurs avancés montrent que les taux de la Fed devraient être à plutôt 3% plutôt qu'à 0, quelque chose, donc on n'y est pas encore, donc on a une marge de manœuvre pour Janet Yellen. Et donc une hausse des taux, une hausse du dollar, puisque on parle de hausse des taux américains surtout, le cycle américain. Et donc tout ça milite plutôt en faveur de ne pas trop investir sur les taux, puisque vous savez que quand les taux montent, les fonds et le cours des obligations baissent. On parle beaucoup des fondamentaux et effectivement de ce point de vue-là, les choses vont bien. Est-ce que ça veut dire qu'on s'est un peu lassé du risque politique? Est-ce que c'est un focus moins important pour les investisseurs ou est-ce qu'on a simplement décidé de rééquilibrer dans la balance voilà, les fondamentaux d'un côté et puis la perception des incertitudes politiques qu'on peut avoir de l'autre? Alors si vous reprenez le film de la semaine dernière, clairement le risque politique en France pesait beaucoup puisque les investisseurs internationaux ont les yeux tournés vers la France. On a vu l'écartement des spreads avec l'Allemagne. On a vu les banques françaises fortement baisser il y a quelques temps en se disant voilà, la France vient concentrer un petit peu tous les risques. Il y a une sorte de décote française liée au risque politique qui est venu perturber en fait ces bons indicateurs macro. Ça s'est dénoué la semaine dernière, jeudi, vendredi. Pourquoi? Parce que Trump a parlé et donc du côté outre-Atlantique, il est venu un petit peu calmer ce risque et donner un peu de visibilité, mais surtout en France, on a vu Macron passer devant le Front National et donc les investisseurs internationaux se sont dit voilà, ça y est, on a peut-être un candidat, un porte-drapeau qui, sur les partis traditionnels, si on évite les extrêmes, peut justement prendre la présidentielle et derrière donc mettre en place des réformes en France. Donc c'est venu calmer un petit peu ce risque. Attention, la volatilité est très forte, ça s'est fait sur un effet technique. C'est arrivé, ça peut repartir. C'est-à-dire que dans quelques jours, on voit la nervosité sur les marchés et sur la scène politique. Donc il ne faut pas trop s'emballer non plus sur ces sondages. Ça a été la leçon de 2016 et ça sera encore celle de 2017. N'essayons pas trop de timer, de trader. Et c'est pour ça que nous, on est très à l'aise avec des actions internationales. On est très à l'aise pour pas investir sur des taux d'intérêt. Et on a en tête cette décote française qui peut intéresser des investisseurs de long terme, mais pour nous, la date butoir, c'est le 15 mars. Oui, c'est ça. Le 15 mars, il y a quoi? Le 15 mars, c'est la hausse des taux de la Fed, c'est ça? C'est les élections aux Pays-Bas. Les élections aux Pays-Bas, c'est la mise en examen ou pas de François Fillon. Donc il y a quand même une concentration de risques autour du 15 mars. Donc voilà, il faut faire attention. Bon, et effectivement, les sondages dont vous parliez, ceux de la semaine dernière, qui tiennent pas encore compte de la nouvelle donne peut-être qui est en préparation du côté de la droite, puisqu'il y a quand même une pression maximale sur Fillon, de la part du courant sarkozyste, de la part des centristes de l'UDI, qui demandent tous que François Fillon se choisisse un successeur, à Alain Juppé, qui a donc réitéré qu'il n'irait pas à cette présidentielle, qui a quand même bien taclé au passage également François Fillon. On va voir ce que ça donne sur le court terme. Aujourd'hui, sur les marchés de dette française, Yannick Lopez est avec nous pour de la Fed. Il faut l'avoir quand même en tête. On le disait tout à l'heure, oui, il reste proche de zéro, entre 0,5 et 0,75%. Donc on est quand même sur des niveaux encore très très faibles au regard des fondamentaux qu'on a. Et le 10 ans américain qui n'arrive toujours pas à s'affranchir des 2,50. On est autour de 2,48% pour le rendement de la dette américaine à 10 ans. Une fois qu'on a dressé ce panorama, Jean-François Bay, je reviens vers vous. Vous êtes en plateau à nos côtés, directeur général de Morningstar à Paris. Donc les marchés de taux, on laisse ça de côté effectivement pour ceux qui veulent jouer de la tactique, faire des arbitrages, effectivement les investisseurs spécialisés. Préférence pour les actions internationales. Qu'est-ce qui permet de profiter au mieux justement du cycle économique qu'on est en train de décrire ?
On voit bien qu'il y a clairement un retard et une décote qui a été appliquée à la France en particulier. Donc c'est peut-être une opportunité. Il faut peut-être voir. On le voit sur la dette, mais on le voit aussi sur les marchés actions, hein, vous dites. Hein. Oui, c'est exactement. C'est important sur les marchés actions et sur les petites et moyennes valeurs. Et donc soit on subit, on bouge pas trop le portefeuille puisqu'on voit bien que le 15 mars c'est demain, donc c'est un petit peu tard. Soit on se dit tiens, on peut peut-être profiter de cette décote. On a des opérations comme Peugeot et on voit que ça profite aux gérants actifs. Les gérants actifs, je répète, sur un an ils font les meilleurs font à peu près plus 27%, plus 30%, là où le CAC a fait plus 10%. Donc c'est peut-être intéressant justement de regarder les positions de ces gérants-là. Avec quoi ils gagnent, oui, effectivement, ces gérants actifs. Dorval, vous allez voir sur les bases de données Morningstar ou BFM, ou vous allez voir sur les sites financiers, vous allez voir des positions, et vous retrouvez, sans grande surprise, des financières, Société Générale, BNP, dans le top de ces valeurs, Score AXA, puisque qui dit hausse des taux dit plutôt favorable aux bancaires et aux financières. Vous allez vous retrouver avec des cycliques Peugeot, Carrefour, Saint-Gobain dans le top, donc c'est intéressant de s'inspirer de ces experts pour pouvoir pimenter un peu son PEA. Vous allez aussi avoir des SS2I ou des télécoms, Orange, Atos, Capgemini font partie, et toutes les solutions, Solucom, etc., que vous allez pouvoir retrouver, Fresenius, dans votre portefeuille et le mettre. Donc vous n'êtes pas obligé de faire un copier-coller, parce qu'il faut être un petit peu expert, mais ça montre bien qu'on a cette dichotomie. Et avec une dichotomie qui vous ouvre des opportunités intéressantes pour ces valeurs cycliques et financières. Soit vous le faites via des gérants actifs, soit vous essayez de le faire de votre côté. Attention, c'est très volatile, il faut être patient, c'est la leçon de 2017. On n'essaye pas trop de trader au jour le jour au gré des annonces politiques, sinon on va se prendre les portes de Saint-Denis. Et ça coûte cher, les frais au passage vont être très élevés. Et donc il vaut mieux essayer de se calmer, de se positionner et pas paniquer. Mais ça donne des idées intéressantes. Avec l'idée peut-être qu'un jour on pourra profiter de cette décote sur les actions françaises. Une fois l'incertitude politique, si jamais l'incertitude politique venait à être levée, alors à l'issue du premier tour, voire du second tour de la présidentielle française, peut-être que cette décote sur les actions françaises, sur les actifs français en général, on l'espère. À se réduire. C'est un scénario évidemment qu'on a en tête et auquel on espère. Merci beaucoup Jean-François. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar, et Yannick Lopez qui est avec nous par téléphone, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. On marque une courte pause.